Donc vous assumez? Mais bien sûr. Vous avez donné l'exemple de la Casamance, je suis toujours dans votre déclaration de candidature. Vous avez décidé d'en faire une question majeure. Alors, d'après vous, qu'est-ce qui n'a pas marché dans ce dossier-là précis? La Casamance est l'exemple type d'un problème qui a traversé les deux régimes. Oui. Et les critiques que je portent sur l'ensemble de la gestion de la crise casamançaise. Et ces critiques sont que, 1, il n'y a pas eu de volonté politique constante. L'impression qu'on a eue, et c'est plus qu'une impression, c'est pour être poli que je le dis, mais la réalité c'est une conviction, c'est que les pouvoirs qui se sont succédés n'étaient pas animés, ne sont pas animés d'une volonté de véritablement régler la crise casamançaise. 2, plutôt que de tenter de régler solitairement la crise, il faut, en plus d'une volonté politique cohérente, une gestion politique consensuelle. La Casamance interpelle tous les patriotes sénégalais, qu'ils appartiennent au gouvernement, qu'ils soient de l'opposition, qu'ils soient du nord ou qu'ils soient du sud, qu'ils soient de l'est ou de l'ouest ou du centre. Il faut donc que dans cette gestion, on associe toutes les bonnes volontés. 3, parce qu'il s'agit d'une crise qui affecte une région, cette région regorge de cadres compétents et souvent de très haut niveau, qui connaissent mieux que quiconque les réalités du pays. Il faut donc donner à ces fils et filles de Casamance un rôle important dans la résolution de la crise. Quatrièmement, enfin, je pense que la Casamance ne peut pas sortir de sa crise si, comme on l'a fait depuis le début, on confuse le règlement de la crise à ce qu'on a appelé des Monsieur Casamance. Vous remarquerez d'ailleurs qu'il n'y a jamais eu Madame Casamance. Or, nous savons très bien qu'en ce domaine de la recherche de la paix, l'élément féminin bénéficie par rapport à l'élément masculin d'un certain nombre d'avantages. Parce qu'elle est mère, elle est épouse, elle est fille, et à ce titre, elle ressent plus que l'homme les conséquences de la crise. Et donc, elle est beaucoup plus déterminée à lui apporter une solution. Je vous renvoie aux manifestations des femmes de Casamance, qui souvent, lorsqu'elles sentent que nous sommes, pour ainsi dire, dans un imbroglio, sortent pour dire il y en a assez. Il faut arriver à la paix. Je ne veux pas dire qu'il faut passer de Monsieur Casamance à Madame Casamance. Je veux simplement dire qu'il faut associer tout le monde, hommes et femmes. Et de ce point de vue, j'ai la forte conviction que naturellement, il faut aller au-delà d'une gestion nationale aussi. Très bien. Il faut associer des pays comme la Gambie, comme la Guinée-Bissau, puisque la Casamance, par sa situation géographique, est comprise entre ces deux pays. Il y a des liens sociaux, il y a des liens humains, il y a des rapports économiques, ethniques, culturels avec ces deux pays qu'il faut prendre en considération. En conséquence, vous voyez bien ce que moi j'envisage de faire pour résoudre le conflit casamancé. Mais parallèlement, il est évident qu'au cœur de tout cela, il y a le dialogue avec le MFDC. Il y a l'armée nationale sénégalaise et ses moyens d'intervention. Il y a tout un ensemble de facteurs qu'il faut prendre en considération. Ce n'est pas en donnant
des centaines de millions, voire des milliards, à quelques individualités, ce n'est pas en logeant quelques rebelles, ce n'est pas en leur donnant des moyens de locomotion qu'on va régler le problème. Le problème est un problème beaucoup plus sérieux et c'est en cela que je dis que jusqu'à présent, une volonté politique constante de règlement du conflit a fait défaut. Oui. Nous parlons de la volonté politique, mais sous un autre angle, ou alors ce que vous proposez dans ce domaine, dans le domaine économique. Vous voyez les choix opérés par le régime actuel, choix dans le développement des infrastructures, choix aussi dans la création, même s'il y a un débat à ce niveau, la création de l'abondance dans le domaine agricole. Vous, personnellement, qu'est-ce que vous auriez, est-ce que vous avez une alternative pouvant justement apporter des solutions dans ces deux domaines-là? Si vous parlez de solutions, c'est que vous reconnaissez qu'il y a des problèmes. Où nous avons parlé de la Casamance. Imaginez tout le bénéfice que nous pouvons trouver de la solution de la crise de Casamance. La Casamance est une région naturelle particulièrement dotée, du fait de la pluviométrie certainement, en potentiel de ressources agricoles. C'est une région particulièrement dotée en potentiel touristique. C'est une région qui a des ressources naturelles sur terre et sous terre qui sont très importantes. Nous avons même du pétrole en Casamance, à la frontière avec la Guinée-Bissau. Donc, régler la crise casamançaise, c'est déjà un avantage socio-économique, sans parler de l'avantage humain qui est considérable. Nous avons des soldats, de braves Yambar qui meurent. Nous avons des populations civiles victimes des mines et des balles perdues, ainsi que du banditisme. Nous avons des rebelles qui meurent également. Je crois qu'il faut vraiment que nous mettions un terme à cette situation. Oui. Donc, rien que sur le plan économique, si nous voulons, par exemple, promouvoir une véritable autosuffisance agricole, notamment en matière de riz, mais après ce qui a été fait au nord du Sénégal, et que je salue, il y a un potentiel considérable dans le bassin de l'Anamba et dans le reste, surtout vers la Casamance qui est actuellement en crise, pour nous permettre très rapidement d'atteindre l'autosuffisance en matière de riz. J'ai dit que le Mali, en quelques années, alors que peut-être il est moins doté que nous, a pu passer d'une situation d'importateur de riz à l'autosuffisance alimentaire et même à une situation d'exportateur. Oui. Il n'y a aucune raison que nous ne puissions pas le faire ici au Sénégal. Dans le domaine des infrastructures, est-ce que vous pensez faire mieux que le régime actuel? Je considère que c'est un secteur particulièrement important. Et je crois que des infrastructures utiles ont été faites, qu'il faut saluer. Il reste à se poser la question de savoir l'utilité de ces infrastructures par rapport aux besoins des populations. Et de ce point de vue, force est de reconnaître que ce n'est pas seulement Dakar qui a besoin d'infrastructures, ce n'est pas à l'intérieur de Dakar seulement la corniche qui a besoin d'infrastructures. Il vous suffit, comme le font tous les travailleurs dans cette région du Cap-Vert, d'emprunter les routes qui mènent vers la banlieue où habite la majorité de la population,
pour vous rendre compte de l'état des routes et vous interroger si cela n'est pas prioritaire par rapport à la corniche. Un mot sur le processus électoral avant de terminer cette émission. Est-ce qu'il se porte bien, à votre avis? Je crois qu'à l'issue de l'audit du fichier électoral et de la mise en place d'un comité de suivi de cet audit, il y a des raisons de penser qu'enfin, nous avons emprunté la bonne voie. Mais c'est une chose de commencer, c'est autre chose de continuer et de terminer dans cette voie. Est-ce qu'on a la garantie qu'on ira jusqu'au bout dans cette direction? Et en ce moment, il y a lieu de se poser des questions. Parce que ce qui fait la qualité d'une élection, c'est sa transparence, mais c'est aussi la possibilité pour tous les citoyens qui sont en droit de voter, de pouvoir le faire, donc d'être inscrits sur les listes électorales. Or, je note qu'à peu près 1 300 000 jeunes en âge de voter sont aujourd'hui à la recherche de la carte d'identité, de la carte d'électeur et donc de la possibilité de s'inscrire sur les listes électorales, puisque ce sont les conditions à remplir pour être inscrit. Je crois que le gouvernement devrait mener une campagne citoyenne pour amener les citoyens à s'inscrire. Il devrait prendre les dispositions pour faciliter ces inscriptions. Il devrait allonger la durée, la période. Ça a été fait, hein, jusqu'au 31 juillet. Ce que je salue, mais que je considère comme insuffisant. Parce que si vous regardez les principaux concernés, ce sont des jeunes de 18 à 20 ans peut-être. Ils sont tous aujourd'hui élèves ou étudiants. Ils sont dans les compositions de fin d'année, ils sont dans les examens de fin d'année, et cela va aller au moins jusqu'à la fin du mois de juillet pour la plupart. Donc il faudrait aller au-delà et embrasser la période peut-être des vacances pour leur permettre de le faire. Deuxièmement, nous sommes à la veille de l'hivernage et l'hivernage a commencé ailleurs. Les jeunes ruraux vont être occupés par les travaux champêtres. Ils le sont déjà. Ils n'ont pas le temps, surtout avec des distances de 20 à 30 km parfois à franchir. Ils n'ont pas le temps. Il faut allonger la durée pour leur permettre de le faire. Je termine en disant que je suis étonné que des jeunes d'un groupe mènent une campagne de sensibilisation pour inciter les jeunes à s'inscrire. Et casserie, d'arrestation, de menaces. Je crois que c'est une erreur de la part des autorités. Il faut que cette erreur soit corrigée. Merci beaucoup, professeur Ibrahima Fall, d'avoir été avec nous pendant ces moments de discussion. C'est l'émission Point de vue. Mesdames, Messieurs, merci également à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dimanche prochain. Restez fidèles au programme de la RTS.